Démarrons dans quelques secondes par une table ronde sur le thème 10 ans de politique des transports, bilan et perspective, qui est aussi le thème du numéro 100. Dans ces 10 petites années d'évolution, il y a quelque chose d'extrêmement sensible, c'est que la discussion sur la politique des transports, si ce n'est la politique des transports elle-même, s'intéresse beaucoup plus aux opérateurs, à leur organisation et à leur performance. Le deuxième point, la difficulté que l'on a à déterminer la place et la politique qui s'applique au transport routier de marchandises. Depuis 10 ans, l'événement significatif, c'est la remise à plat de l'ensemble des paramètres qui gouvernent le transport des marchandises en France et en Europe, abandonnant une politique basée sur des plans successifs, basée sur des transports massifiés aux mains d'un opérateur historique dont la culture fait partie du patrimoine de la France et de ce fait-là empêchait beaucoup d'évolution de ce mode de transport, et basé aussi sur une stigmatisation totale pendant quelques années également du mode routier au prétexte de sécurité, d'environnement, etc. L'Europe pousse beaucoup vers la libéralisation, la société française, on l'a vu avec le Grenelle, pousse beaucoup vers la prise en compte de l'environnement futur. C'est le téléphone portable, c'est les réseaux sociaux. L'explosion des technologies de la communication. L'explosion partout, dans tous les domaines de l'activité humaine. On a parlé du portable, mais c'est une réduction de ne parler que du portable. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne se déplace plus. On se déplace encore, et une fois qu'on s'est mis en contact par Internet ou par le téléphone, on se déplace peut-être même encore plus qu'avant. Mais la voiture, n'étant plus un mythe, est un outil, comme le TGV est un outil, comme l'avion est un outil. On est maintenant devant un transport-service, vraiment pour le transport des voyageurs, et non plus comme un transport, et notamment un transport individuel mythe. La première, la place essentielle prise dans le débat public par la question environnementale. Cette relation transport et environnement est quand même une mutation importante des 10 dernières années. Dans la décennie 90-2000, c'était encore l'automobile qui progressait le plus au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, sur les 10 dernières années, l'automobile a été détrônée par le secteur aérien. On a eu vraiment ce rééquilibrage de ces modes de transport au cours de ces dernières années. Et puis on a vu aussi, je pense, arriver cette problématique de la mobilité qui est pour moi un droit générique, un droit d'accès au travail, un droit qui permet d'accéder à la formation, qui permet d'accéder à la culture, qui permet d'accéder aux loisirs. On a vu cette mobilité arriver au cœur du débat politique. Alors, la chose qui m'a semblé, moi, le plus importante, ça a été la création de l'AFIT et du cantonnement des recettes des autoroutes. Et la chose qui m'a le plus désolé dans cette décennie, ça a été la privatisation des sociétés d'autoroutes. Je suis désolé de le dire, Jean-François Gautret, devant des présidents de sociétés d'autoroutes, mais on s'est, je dirais, à la fois donné des moyens pendant un temps de financer les infrastructures et dans un deuxième temps de se reposer la question de ce financement. La troisième composante, elle n'est pas sans importance, c'est que depuis quelques années, tout le monde est fauché. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a un besoin énorme de financement public et en même temps, il y a une crise qui nous asphyxie. Tout ça doit gagner en profondeur et va gagner, mais il faut qu'on s'en occupe. Pour l'avenir dans le mode des transports, ça sera première règle, le financement. Deuxième règle, le financement. Troisième règle, le financement. Si on ne trouve pas l'argent et si on ne trouve pas les moyens de financer nos projets, je peux vous assurer que la France, malheureusement, connaîtra un retour en arrière, tant d'un point de vue économique que social ou environnemental. Nous devons trouver les moyens d'investir. Je pense qu'on n'est pas tout à fait au bout de notre réflexion politique sur la liberté, la mobilité, la souplesse de l'utilisation des différents modes de transport, à la fois d'assumer avec maturité les évolutions des préoccupations environnementales, Grenelle de l'environnement, développement des transports publics, en même temps qu'il y a une part de liberté dans le transport individuel. Dans les transports collectifs, continuer d'avoir une réflexion sur le juste niveau d'investissement. Franchement, la SNCF, tu l'as critiqué là tout à l'heure, tu as le droit de la critiquer à juste titre, notamment sur l'aspect des transports de marchandises. On est passé à 40, et c'est toujours un peu moins, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se refuse, même l'entreprise publique, de travailler le transport de marchandises de proximité. Messieurs les parlementaires, je sais que les marchandises ne votent pas,
Ceci dit, quand on voit la pression forte pour faire des infrastructures ferroviaires notamment, et même autoroutières, dans des endroits où il y a peu de risque de trouver des rentabilités, alors que si on arrivait vraiment à travailler un peu plus sur le transport de marchandises, notamment vers des modes alternatifs, et qu'on travaille un peu plus, notamment sur le fluvial, et ne pas toujours tout sacrifier au quart d'heure gagné pour le voyageur. Le transport routier marchandises, il a une efficacité, et il est apparu avec une réelle efficacité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est développé. Nous avons besoin de davantage de visibilité, nous les entreprises, sur ce qui va se passer sur le mode de transport dominant, qui est le mode de transport routier, dans les 10 ans qui viennent. Le slogan peut-être de la prochaine décennie, ça pourrait être « On the road again », parce qu'on a, je dirais, nié l'importance de la route depuis quelques années, il devient même presque incorrect d'en parler, et on s'aperçoit pourtant que la part des transports routiers a tendance à augmenter. Donc il faudra peut-être se pencher sérieusement sur leur modernisation, la poursuite de leur modernisation. Des logiques d'évaluation des décisions et de transparence des jeux d'acteurs, notamment entre autorités organisatrices et entreprises assurant des missions de service public. Bon, un peu plus de transparence ne nuit, me semble-t-il, jamais. Voilà. Il faut travailler tous ensemble, privé et public, acteurs universitaires comme ceux qui opèrent. Justement, c'est dans une cohérence et presque dans une complémentarité qu'il nous faut penser l'avenir. Une bonne façon, par exemple, de construire cette identité européenne, c'est de faire en sorte que la mobilité au sein de l'Europe soit une réalité. Et franchement, je crois que quand on parle d'avenir, il faut parler de politique des transports cohérente à l'échelle européenne. Je crois qu'il est inévitable qu'au plan européen, au moins, enfin d'une façon ou d'une autre, on mette en place de façon progressive une taxe carbone. Je ne vois pas bien comment on peut s'en sortir sans taxe carbone, qui présenterait le double avantage de donner un peu d'air au transport collectif et qui présenterait aussi l'intérêt d'être un incitateur fort pour la diminution des émissions des voitures individuelles. Des transports doux alternatifs, je crois que ça va être quelque chose qui se généralisera, et non seulement dans les grandes villes, mais de plus en plus également dans les villes moyennes. La promotion du vélo pour les villes, ça a été une solution et pas un problème. L'arrivée des scooters et des motos, c'est pas une solution, c'est un problème. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à transformer ce problème en solution. Pour ça, ça veut dire deux choses. D'une part, des collectivités territoriales qui se mettraient d'accord sur l'idée qu'il peut y avoir des deux roues urbains propres. Mais ça veut dire une chose très simple, c'est que si on ne veut pas tout importer de Chine, il faudrait peut-être qu'on ait des industriels en France ou en Europe. Il serait quand même logique que le transport aérien se mette progressivement à acquitter des taxes sur le kérosène. Il prendrait peut-être un peu plus conscience des rejets de gaz à émission à effet de serre. Je vais parler curieusement de la voiture individuelle, parce que nous on pense aussi que la voiture individuelle servira encore pendant un certain temps. Le véhicule à moteur thermique pour nous a encore beaucoup de jours devant lui. Sommairement, on se balade entre 120 et 130 grammes actuellement, l'effet du bonus-malus. Si on pouvait avoir comme objectif d'avoir des véhicules à 60-65 grammes, on sait d'après les fabricants automobiles que c'est possible. Ça pourrait être une révolution importante. Mettons un trafic constant, ça ferait 2 fois moins de pollution. Le problème du fret, c'est la qualité de service. C'est la qualité de service. Si la qualité de service est insuffisante, donc le fret ne se développe pas. Il y a eu un changement de positionnement de l'État concédant par rapport à ces entreprises qui fournissent le service public des autoroutes, avec mise en place d'indicateurs de suivi de qualité de service. Il y a beaucoup de projets qui sortent aujourd'hui parce que le privé est prêt à mettre beaucoup d'argent dans ces projets-là, que ce soit des projets ferroviaires ou des projets autoroutiers ou des projets aéroportuaires. Et je pense que la solution, ce sera toujours un mix entre l'investissement privé et l'investissement public. Et je pense qu'il faut vraiment compter sur le privé et sur les entreprises de construction qui sont là pour justement développer ce genre de projet. Aujourd'hui, on est sur 2 cercles vertueux dans le cercle de l'optimodalité. On est sur un premier cercle vertueux qui veut lier les industriels de l'innovation, qui ont besoin de faire tourner leurs usines, avec ceux qui ont besoin d'organiser les chaînes de transport d'un point de vue meilleur qualitativement. Il y a une énorme révolution technologique à faire, sur laquelle il est important, et j'en appelle aux parlementaires, qu'on concrétise la finance carbone. On a
doubler les contributions publiques en matière de transport. C'est-à-dire que chaque année, c'est 1,1 milliard d'euros qui sont affectés au système de transport par les collectivités locales. Dans le contrat de plan, la région investit 2,5 milliards, l'État 800 millions. C'est donc quand même un potentiel d'investissement important. Et nous l'avons consacré à quoi? Alors, principalement au renouvellement du matériel qui représente un investissement de 2 milliards. On a aussi pratiquement à renouveler dans les 2 ans qui viennent tout le matériel des RER A, B, C, D, E. Et ceci représente à chaque fois 250 à 350 millions pour les RER, si j'ose dire, classiques. Pour le A, c'est une opération qui coûte 1,3 milliard. Donc, cette question banlieue est absolument centrale. C'est celle qui se débat actuellement avec le double débat sur Grand Paris versus Arc Express. On va inaugurer prochainement un bus qui fait Sénart-Évry et qui s'appelle le Thézen. C'est absolument incomparable en termes de qualité de transport. On voit bien qu'en Île-de-France, la question du financement, elle se pose. Alors nous avons 2 réponses. Il y a d'abord une taxe qui existe sur les redevances de bureaux qui est actuellement en quelque sorte inscrite au budget de l'État, qui nous l'a pris. Ça, c'est une opération qui pourrait ramener à peu près 200 à 250 millions par an pour les investissements. Donc c'est très très important parce que sur 10 ans, on voit bien qu'on peut obtenir de bons résultats. Et puis, nous voulons augmenter ou en tout cas ajuster le versement de transport des entreprises. Et puis ensuite, il y aura évidemment un ajustement des usagers, un ajustement des contribuables et l'ajustement des entreprises. C'est parfait, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Moi, je vois quelques députés qui feraient de bons ministres des Transports. Également, je ne donnerai pas de nom parce qu'il y en a plusieurs. Non, ils sont tous des amis. J'ai mis un point d'honneur à venir quand même saluer cet anniversaire. En numéro 100, ça se salue. Et puis j'ai vu toutes les personnalités qui étaient là. Vraiment, il y a du beau monde. Cela est dû à quoi? C'est dû tout simplement au fait que Infrastructure et Mobilité est une revue de référence. Je dirais que la plupart des décideurs qui gèrent les transports en France lisent Infrastructure et Mobilité. C'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'est d'avoir des lecteurs justement qui sont près, très près de cette revue. Donc félicitations et joyeux anniversaire. Éteignez. C'est le mien. Devant ce déchaînement de rhétorique tout à fait remarquable. C'est rocard, c'est pas parce que je suis rocardien que je dis ça. Qui disait je ne suis pas. Je tiens à souligner l'élégance de la formulation chez tous. Président du Conseil régional d'Île-de-France et du STIF François Huchon, Jean-Paul Huchon, je suis obsédé par les François depuis tout à l'heure. Et ça commence bien. Je vais manger numéro 100.